Bonsoir. D'aucuns, visiblement sans douter, le chef de l'État Joseph Kabila est passé, dirait-on, à la vitesse supérieure. Il a entamé depuis ce lundi des pourparlers avec les responsables de certains partis politiques, de certaines plateformes de la société civile, mais également de certains acteurs de la société civile, de la société savante, qui semblent porter de par leur statut dans le débat que d'aucuns réclament et que d'autres récusent. Ce lundi donc, depuis le Palais de la Nation, le chef de l'État est, mettons-les en pourparlers avec certains de ses auteurs. La finalité, c'est trouver les modalités pour la tenue du dialogue. Dialogue qui est devenu, comme vous le savez, un sujet qui focalise l'attention nationale. Pour en parler justement sur ce plateau, j'ai invité M. Steve Kivuata, il est cadre du Palou. Avec lui, j'ai invité un confrère journaliste, Israël Moutala. Il est journaliste, comme je le dis, mais il est analyste économique. Puis nous avons sur ce plateau Maître Blanchard Mongomba. J'ai déjà eu à le recevoir une ou deux fois sur ce plateau. Il est de la société civile. Pourquoi je l'ai invité? Parce que nous allons également parler, pendant cette émission, de la 4e tribune de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, qui s'intitule « État sous-endetté, esprit de pauvreté ou d'émergence ». Pour commencer, M. Steve Kivuata, le dialogue. Quelle est selon vous l'importance du dialogue à l'heure actuelle? Ou mieux, quel est le problème spécifique que va résoudre ce dialogue en ce moment précis? Vous avez très bien formulé la question en voulant circonscrire les dialogues par rapport au temps actuel. Mais moi, je voudrais d'abord commencer par parler du dialogue dans l'absolu. Très bien. Dans le cas de la RDC. Au fait, le dialogue dans l'absolu, il est très important. Surtout comme, dans des pays comme le nôtre. Pourquoi? Parce que la politique, en réalité, ce n'est pas un endroit où il y a une bataille entre des guerriers, entre une opposition qui croit que les gens qui sont de la majorité sont du diable, et cette opposition fait croire de telles choses à la population, et une majorité aussi, à son tour, qui veut croire à la population que tous ceux qui sont dans l'opposition sont du diable. Non, la politique doit se faire sur de bases saines. Nous devons savoir que nous sommes tout simplement deux adversaires politiques. Ce qui nous différencie, nous qui sommes de la majorité, ce qui nous différencie de ceux qui sont de l'opposition, c'est tout simplement deux idées sur comment est-ce qu'on peut gérer la République. C'est ça, faire la politique sur de bases saines. Or, c'est tout le contraire en République démocratique du Congo. En 2006, on vous parle d'un côté d'un Rwandais et de l'autre côté d'un Mwanamboka. En 2011, on nous dit voilà, Bateki Mboka, et Bisusu Baepo n'a pas protégé Mboka. Ça, c'est pas de la bonne politique. Et si d'ailleurs ces dialogues est une de propositions de l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est parce qu'effectivement, les experts internationaux sur le plan de sécurité ont démontré que tout le problème qui est à l'est du pays est entre autres dû au fait que vous ne faites pas des politiques, vous, les hommes d'État congolais, sur de bases saines. Vous êtes dans un conflit intergénérationnel. Vous êtes dans un conflit pérenne. C'est comme si vous vous êtes entendu pour ne jamais vous entendre. D'où ils vous disent instaurer, c'est pas seulement un dialogue où les gens doivent se mettre tout le temps autour d'une table. Non, instaurer un climat de dialogue où à chaque fois que les choses ne marcheront pas, vous devez vous mettre ensemble. Parce qu'effectivement, si je vais encore répondre à votre question, il y a des points sur lesquels, que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, nous devons toujours être d'accord. Ce sont les élections. Aujourd'hui, j'entends, on dit non, c'est seulement pour qu'on aille dans un climat apaisé aux élections. Non, les élections, c'est même pour qu'après
les élections, qu'on soit toujours dans un climat apaisé. Les élections, au fait, c'est un tamisage. C'est le peuple qui doit, à travers les élections, choisir ses représentants. Et nous, opposants et majorité, nous devons avoir une même vision sur les élections. Lorsque, après les élections, M. Luc Mikomo devient président, moi qui suis opposant, je dois accepter parce que j'ai reconnu aux élections un caractère crédible et transparent. Donc nous devons nous mettre d'accord en principe dans le dialogue. L'opposition doit venir pour nous dire voilà mes appréhensions en ce qui concerne l'organisation des élections. Mais aussi, c'est en matière de l'armée. L'armée, ça doit être la même pour la majorité et l'opposition. L'opposition n'a pas besoin de craindre l'armée. Elle est nationale, elle doit être neutre. La police, mêmement. Le service de renseignement. Les opposants ne devaient pas craindre le service de renseignement. La diplomatie, nous devons avoir une même vision, que nous soyons l'opposition ou la majorité. Voilà en principe dans l'absolu de matière pour lequel les opposants et les gens de la majorité devaient se mettre d'accord. Mais quand on met les bémols et que l'on voit un peu le contexte congolais, quand on part depuis 1960, les dialogues, ce sont de petits calculs politiques qui se font. C'est-à-dire il y a de certains politiciens en mal de positionnement qui viennent juste se faire prévaloir d'avoir une population qui serait derrière eux pour que l'on puisse leur donner de petits postes. Et là, finalement, à chaque fois, on fait comme le danse de tango, c'est-à-dire on fait un pas en avant et on en fait deux en arrière. Il y a quelques temps ici, on venait d'avoir les concertations nationales. Et vous remarquez qu'on fait un peu du tout, on mélange un peu de tout. Il y a de matières qui sont tellement... Parce qu'il y a de matières pour lesquelles l'opposition et la majorité ne peuvent pas s'entendre. Parce que sinon, il n'y aurait ni majorité, ni opposition. Donc il faut mettre de matières sensibles sur la table qui peuvent faire en sorte que l'on fasse une politique sans tabou. Sur de bases saines. Et en parler sans tabou. Je constate que vous parlez de la politique, selon vous, dans l'absolu, mais il y a certains philosophes également qui ont réfléchi sur la chose politique. Je prends parmi tant d'autres Thomas Hobbes qui a parlé du Léviathan. Ce monstre, il n'a pas de sentiment. Il faut faire attention, hein, que ce soit Thomas Hobbes, que ce soit John Locke, que ce soit Machiavel. Quand on parle de la politique, quand on n'a pas d'âme, c'est quand on doit travailler pour l'État. Quand on doit travailler pour l'intérêt général. Et pour défendre l'intérêt général, on n'est ni père, je pense là c'est Napoléon qui le disait, on n'est ni père, ni mari, ni enfant. On n'a pas d'âme pour travailler pour l'intérêt général. Et non pas d'âme pour travailler comme un dictateur ou pour dilapider les fonds de l'État. C'est pas dans cette conception que les grands philosophes l'ont dit. Alors, monsieur Israël, le dialogue. Maître vient de dire qu'à l'absolu, il doit y avoir des sujets dont on doit absolument débattre sans tabou. Vous partagez cet avis? Je suis de son avis, mais je dis que la nécessité du dialogue ici, elle s'impose. Moi, le dialogue s'impose. Il faut que les acteurs congolais de tous les horizons se parlent. Nous sommes une société qui a besoin d'unité et notre société a été sérieusement divisée, traversée par de grandes contradictions internes. Je m'en vais ici prendre l'exemple, par exemple, de la contestation, par exemple, de la levée de bouclier, par exemple, de l'Église catholique sur l'intention de la modification de la modification de la Constitution de la République pour permettre au chef de l'État de se présenter en 2016. Donc, dans ce combat, par exemple, sur la volonté supposée du chef de l'État de vouloir se présenter en 2011, a cristallisé la société politique en deux blocs. Donc il y a eu vraiment une opposition énergique de l'Église catholique. Et je pense qu'aujourd'hui, si le chef de l'État consulte l'Église catholique, ça sera entre autres pour évacuer cette question. Il y a eu aussi la question qui a divisé la société congolaise sur la loi électorale. Cette question a profondément divisé la société congolaise. Il y a eu mort d'homme. Vous vous rappelez ici des événements sanglants de janvier. Donc il y a plusieurs sujets sur lesquels les Congolais n'arrivent pas à trouver un consensus. Pour moi, les dialogues auront pour vertu de trouver un consensus pour que nous ayons un processus électoral apaisé, pour que nous ayons un processus électoral transparent, pour que nous ayons un processus électoral plus ou moins crédible. Donc, autour de ces objectifs-là, nous visons in fine
la stabilisation de l'État. In fine, nous visons le développement de l'État parce qu'il ne peut pas y avoir un État développé avec des institutions politiques instables. Donc la stabilité politique est une des exigences pour atteindre l'émergence, pour atteindre le développement. Et donc, moi, dans cette question ici de développement, de dialogue, je salue encore une fois l'ouverture présidentielle de négocier avec les uns et les autres. Ceux qui sont partants à ces négociations, tant mieux. Ils doivent négocier en faisant confiance justement à la vertu du dialogue. Mais pour ceux qui ne sont pas dans ce processus, c'est leur droit le plus légitime, mais ils doivent justement respecter ceux qui veulent dialoguer. Mais on va voir plus ou moins de ce dialogue, qu'est-ce qu'il va en sortir. S'il en sort de bonnes résolutions qui vont renforcer l'État congolais, qui vont renforcer son avenir, tant mieux. Mais moi, je ne pense pas aujourd'hui qu'il faille déjà absolument rejeter toute tentative de dialogue. Alors, Maître Blanchard, au problème pertinent que soulève mon confrère Israël, s'ajoute celui de nouveaux majeurs, celui de la diaspora, celui de l'audit du fichier électoral, j'en passe et de meilleurs. Est-ce que vous croyez qu'avec le temps que d'aucuns souhaitent être vraiment très limité, 10 jours, 15 jours tout au plus, le dialogue envisagé peut évacuer toutes ces questions? Merci beaucoup, Messieurs Luc. Nous pensons que toute cette question devrait en principe faire l'objet lors de concertation nationale. Parce que pour nous, nous pensons qu'aujourd'hui, le dialogue, c'est vrai, et ça déjà, il faut les dire qu'en politique, les acteurs ne sont pas ennemis. Ils peuvent se rencontrer pour parler de majeures questions de la République à tout moment. Mais il ne faut pas que le dialogue... C'est une question que les acteurs ne sont pas ennemis sous tous les cieux. Il y a même mort d'homme. L'exemple le plus récent, c'est au Burundi. Un opposant majeur a été tué. Est-ce qu'il a été considéré comme adversaire ou comme ennemi? En fait, ma foi, c'est une théorie que je relativise un tout petit peu. Vous pouvez continuer, voilà. Mais je pense qu'on doit y réfléchir davantage. Voilà pourquoi nous pensons que c'est normal de dialoguer, d'échanger, parce que ce que nous faisons ici, nous sommes en train de dialoguer, je pense. Alors, moi, je me dis que l'esprit dans lequel nos acteurs sont en train de se jeter dans ces dialogues, c'est ce qui nous fait peur, nous, de la société civile. Parce que nous entendons déjà un certain nombre d'acteurs déjà en train de... dans leurs officines politiques, en train de faire de calculs de postes, voir qui peut occuper quel ministère, tel poste. Et ça, c'est ce qui effraie la population. Nous voulons, si effectivement il doit y avoir, parce que déjà les consultations avaient commencé, si ces dialogues doivent avoir lieu... Le président est en train de prendre langue depuis cet avant-midi avec certains acteurs de la société civile, des confessions religieuses, de la société savante. Ça veut dire au fait que Joseph Kabila est dans la logique de ce dialogue, mais les gens redoutent la finalité. Justement, messieurs, voilà. C'est là où nous sommes, parce que nous sommes de la société civile. Et nous pensons que s'il faut relever ou soulever de questions dans ces dialogues, il faut voir de questions majeures. Vous venez de les dire. Nous avons de questions telles que le fichier électoral, le mineur aujourd'hui majeur. Ce sont ces questions-là qui doivent en principe faire l'objet de ces dialogues et que les acteurs trouvent une solution pour que nous puissions aller dans les élections dans un climat apaisé, que tout le monde puisse se retrouver. Mais si il faut aller dans ces dialogues avec l'esprit selon lequel nous devons nous partager le pouvoir, nous devons occuper de postes pour que nous puissions aller dans un glissement que d'aucuns est en train de craindre. C'est ce que nous sommes en train effectivement aussi de craindre et de dire que les acteurs doivent privilégier plutôt le vrai question de la République pour qu'il n'y ait pas de débordement ou de dépassement du délai constitutionnel. Alors, Maître Steve, déjà dans la sphère, le microcosme politique, on constate des points de vue diamétralement opposés. Certains disent, oui, il faut aller au dialogue. D'autres s'y opposent radicalement, alors que hier, ils l'avaient réclamé à corps et à cri, ces dialogues. On peut dire qu'à un certain moment, les politiciens congolais ne savent pas ce qu'ils veulent. En réalité, ce qu'ils veulent, réellement, c'est le partage du gâteau. Et c'est ça qui est malheureux. Parce qu'en réalité, à chaque fois, on doit circonscrire sa position. Je suis en train de vous le dire, une politique doit se faire
sur de bases saines. En politique, quand on est dans la majorité ou dans l'opposition, on n'est pas deux ennemis politiques, on est de simples adversaires politiques. Dans les ateliers du Palou, je pense que vous y étiez. Tout à fait. Vous avez vu que le Palou avait convié et les acteurs de la majorité et les acteurs de l'opposition et les acteurs de la société civile. On n'a pas fait du monologue à plusieurs. On a fait quelque part du dialogue. Il y avait, moi je me rappelle par exemple avec monsieur le sénateur Cheo Kutundu, lui il disait que la Première République est née en 1960. Nous le Palou, on a toujours refusé cette vision de la chose. Mais c'est pas pour autant qu'on a pris des armes ou c'est pas pour autant qu'on s'est injurié. C'est ça la politique. La politique, c'est qui différencie les gens dans la gestion. Eh bien, ce sont les idées, c'est que l'on appelle un peu plus les idéologies politiques. Mais ici, malheureusement, vous sentez qu'il y a des petits calculs. De petits calculs, c'est-à-dire que hier vous réclamez le dialogue, vous ne dites même pas sur quoi vous voulez ces dialogues, et à un certain moment vous changez. C'est que, moi comme je vous l'ai dit, il y a de simples calculs politiques en termes de postes, et quand on sent que en ces moments-là, quand on a le poste, ça ne va pas trop nous privilégier, c'est en ces moments-là qu'on refuse le dialogue. Mais nous, on veut, effectivement, aller dans la vision du peuple. Le peuple veut être cet arbitre qui choisit dans une élection transparente et crédible qui doit le diriger demain. C'est ainsi que moi je dis, une de grandes matières, si dialogue devait y avoir, c'est sur ces élections, pour voir comment est-ce qu'elle peut réellement devenir crédible et transparente. C'est sur l'armée qui doit sécuriser tout le monde, sur la police, sur les services de renseignement, sur la diplomatie. Eh bien, si on veut y mettre autre chose, eh bien là, ce n'est plus un dialogue, c'est un processus de partage du gâteau. Confrère Israël, vous avez l'impression que la presse et les politiques, ainsi que la société civile, ont une perception nette de ce que doit être ce dialogue? Non, en principe, les cahiers de charges que j'ai pu voir ça et là se rejoignent sur un seul point, c'est plutôt le processus électoral. Et même là, le processus électoral, on le voit où? Il y a l'UDPS qui a le regard dans le rétroviseur, qui regarde vers le processus électoral de 2011. Les autres estiment que c'est une page tournée. C'est une page tournée. Tournons-nous vers l'avenir, faisons en sorte que le processus électoral en cours et à venir soit le plus irréprochable possible. Donc, mais qu'est-ce qui divise d'abord les Congolais? J'essaie un peu de répertorier un peu ce qui divise les Congolais. J'ai dit tout à l'heure qu'on était divisé par exemple sur la question du respect de la Constitution. Il y a un groupe qui voulait la réviser, il y a un groupe qui ne voulait pas la réviser. Il y a un groupe qui voulait même s'attaquer à des articles intangibles. Bref, on a eu une société extrêmement divisée, clivée sur cette question. On a eu même de prélats qui ont été agressés dans le Sankourou. Tout à fait. Et donc, c'est une question qui a vraiment crispé la société congolaise. Il y a la question du découpage territorial. C'est une question qui divise aussi la société. Il y a un certain consensus, mais qui divise au moins la société. Faut-il découper telle province ou faut-il ne pas la découper? Il y a une autre question qui nous divise. C'est la question de la décentralisation. D'autres estiment qu'on ne va pas trop loin, d'autres estiment qu'il faut être prudent. C'est une question qui nous divise. Il y a le processus électoral que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a la question de sécurité que Steve a évoqué justement. Voilà, il y a des massacres à Béni, il y a des gens qui estiment que l'État n'en fait pas suffisamment. Bon, bref, il y a eu des guerres à répétition. Il y a plusieurs rébellions, il y a plusieurs groupes armés. Cette question des groupes armés qui pullulent l'Est de la République n'est pas encore résolue de manière durable. Pourquoi? Parce que les services de sécurité tout entiers n'ont pas encore les moyens nécessaires pour sécuriser l'ensemble du territoire. Et donc, il y a une autre question, c'est la question de la gouvernance minière. D'autres estiment que nous sommes excessivement riches, mais nos richesses ne sont pas bien gouvernées. Il y a la corruption, il y a ceci, cela. Il y a aussi la question des droits de l'homme. Il y a des prisonniers politiques pour certains, des prisonniers politiques pour d'autres. Il y a les médias qui sont fermés. Bref, c'est la question des droits humains qui n'est pas respectée. Et le point d'orgue récemment cette question, c'était le chargé de Maluku, où on a eu encore une fois le gouvernement d'un côté, la société civile et l'opposition de l'autre, qui se sont affrontés cette question. Donc, nous n'avons pas le même regard sur des questions où, en principe, nous devons regarder dans la même direction. Donc, autour de ces questions, peut-on discuter et dégager un consensus? Oui. Mais alors, quelle est la responsabilité première du chef de l'État?
le chef de l'État a juré justement de maintenir la RDC dans ses frontières, a juré de travailler à la cohésion nationale, a juré de mettre sa vie au service de l'intérêt général. Alors, l'intérêt général veut que, autour de toutes ces questions, qu'on trouve un consensus. Et donc, moi, je pense que le dialogue qu'il a ouvert aujourd'hui, s'il peut permettre justement d'évacuer un certain nombre de malentendus avec l'Église catholique, qui est une force importante de notre société, tant mieux. S'il peut aplanir ces divergences avec l'UDPS, qui est une force sociopolitique importante dans notre pays, tant mieux. S'il peut justement aplanir des divergences avec les regroupements de droits humains sur notamment le procès chez Béa et d'autres procès en cours, tant mieux. Donc il y a des questions autour duquel on peut négocier sans effectivement partager le pouvoir. Et là-dessus, on dirait que les divergences ne suffisaient pas. Kengo dit non. Plus question de dialogue maintenant, il faut faire place à la mise en pratique des recommandations des consultations nationales. Gérard Kamanda dit non, nous avons besoin du dialogue, mais il faut postposer, un peu comme le disait Adolphe Mouzito, la mise en place des provincettes, Dixit Gérard Kamanda, et des entités territoriales décentralisées, cap sur ce qui est important à ses yeux, ce sont les élections, ainsi de suite. Maître, on va terminer avec vous sur ce sujet. Vous avez l'impression que cette divergence, finalement, de calendrier, d'agenda, ne constitue pas le premier obstacle à la réussite du fameux dialogue. C'est ça le grand problème, M. Luc, parce que nous avions dit que nous sommes dans une république. Et dans une république, il y a de valeurs auxquelles plutôt les acteurs politiques doivent se mettre d'accord. Et si on sent qu'il y a des questions de valeurs républicaines qui sont bafouées, c'est dans ces moments-là que nous admettons que les acteurs politiques puissent se rencontrer pour échanger autour de ces valeurs. Parce que Steve l'avait dit, en politique, on ne peut pas tous regarder dans la même direction. On a une opposition, on a une majorité, on a une société civile qui est en face, qui regarde. Et les acteurs politiques peuvent avoir chacun d'entre eux une position divergente. Mais s'il y a de valeurs républicaines, parce que les questions des élections telles que vous l'aviez soulevé, ça fait partie de valeurs républicaines. Mais lorsque les acteurs politiques vont dans ces dialogues pour parler d'autre chose, en dehors de ces valeurs-là, c'est là où le bas blesse. Et nous, du côté de la population, nous nous posons la question de savoir, plutôt de voir l'importance ou le bien fondé de ces dialogues. Parce que jusque-là, les acteurs ne nous rassurent pas. Ils ne nous rassurent pas autour de vraies questions qui seront soulevées autour de ces dialogues. Maître Steve, apparemment, vous avez deux petits mots à ajouter très rapidement et puis on passe. Effectivement, je voudrais juste compléter mon ami pour dire que le dialogue dans un pays, c'est pour qu'on mette en place une politique sur de bases saines. Il y a des questions pour lesquelles il faut qu'il y ait toujours débat, mais de débat politique. Par exemple, je dirais, aujourd'hui, nous, on a parlé d'un État sans province, on a parlé d'un État sans budget. Ça sont des questions politiques. Parce qu'aujourd'hui, dans la politique, un opposant peut dire de quelqu'un de la majorité qu'il est incompétent et demander à ce que le peuple ne vote pas pour lui. D'où dans la question sur la décentralisation, si un pouvoir gère mal le processus de décentralisation, ça c'est dans un débat politique qu'on peut soulever de telles questions. Si aujourd'hui on ne veut pas voter le budget de l'État, comme il en est le cas aujourd'hui, on est déjà dans le délai, mais le budget de l'État n'est toujours pas déposé au Parlement. Ça, c'est une question politique sur laquelle on peut débattre et pour laquelle peut-être on ne peut pas toujours être d'accord. Mais c'est le peuple qui doit trancher. Mais la question des élections, nous devons tous nous mettre d'accord. La question sur la neutralité de l'armée, on ne peut pas ne pas être d'accord sur le fait que l'armée doit être nationale et neutre. La police, le service de renseignement, il ne faudrait pas que l'opposition ait peur de services de renseignement. Mais pour d'autres questions, sur la politique de gestion, sur l'endettement ou pas de l'État, ça sont des questions politiques sur lesquelles les acteurs politiques peuvent toujours décidément, diverger. mon confrère Israël voudrait en rajouter un... Juste un petit mot. Je pense que si nous sommes, il y a des raisons de craindre justement des services spéciaux de ce pays. Parce qu'ils ne sont pas encore républicanisés. Donc nous sommes dans un État démocratique, mais avec des services de sécurité qui se comportent comme dans un État totalitaire. Donc il n'y a pas encore eu une mutation idéologique, une mutation mentale dans nos services de sécurité. Mais Steve dit qu'il faudrait justement autour de ces questions qu'il y ait consensus. Mais sur ces questions, sur ces questions, on a déjà abordé cette question.
dans plusieurs forums politiques. Cette question de la républicanisation des services de sécurité a été abordée. La question, c'est la mise en œuvre et la volonté politique. La neutralité de la police, personne, ça ne fait débat. Ce sont des principes connus. Mais quelle est la différence entre l'État congolais, par exemple, et l'État français? C'est que la police française est neutre, la police congolaise ne l'est pas. Donc, quel sera le comportement de la police congolaise par rapport aux manifestants de l'opposition? Quel sera le comportement de la police congolaise par rapport, justement, aux contestations? Donc, c'est une police que les opposants et que les observateurs indépendants estiment être aux ordres. Une police politique. Elle fait des efforts, mais n'est pas encore arrivée. Donc, il faudrait que la police se crédibilise auprès de la population, qu'elle doit servir et non auprès d'un pouvoir. Et donc, ce sont des questions que certains opposants disent que ça ne mérite pas un débat. Ça mérite tout simplement que le chef de l'État, en se revêtant de sa casquette de président de tous les Congolais, la républicanise et mette, que ce soit l'armée et la police. Et donc ça passe par des nominations au mérite, en fonction de ses diplômes, de son parcours, de ses hauts faits militaires. Ça passe par une meilleure sélection. Bref, c'est tout ce chantier-là qui doit être mis en œuvre sans forcément discuter. Allez, nous allons suivre attentivement ce qui va sortir du Palais de la Nation, mais également un peu plus tard dans les jours à venir, ce qui va en sortir de dialogue que tout le monde appelle d'une manière ou d'une autre, même ceux qui ne veulent pas y participer directement. Tout à l'heure, là, j'allais dire, Maître Steve m'a donné des belles béquilles pour sauter sur cette réflexion menée par l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. La République démocratique du Congo, État sous-endetté, esprit de pauvreté ou d'émergence. Et la question de la dette, j'ai suivi quelques débats issus de ces tribunes. Les gens disent, mais Adolphe Muzito veut amener le pays vers un autre endettement, mais la première dette contractée qui a avoisiné les 14 milliards de dollars, on ne voit pas ce qu'on en a fait. L'homme congolais, disent-ils, n'a pas changé. Est-ce que les mêmes causes ne vont pas générer les mêmes conséquences? Maître Steve. Effectivement, c'est une crainte normale. Qui chat échaudé craint l'eau froide, voilà, comme disent le blanc. Mais ici, vous allez comprendre que dans cette tribune, l'honorable Muzito insiste même sur comment utiliser ces fonds. Parce qu'il commence d'ailleurs par là. Avant de parler de fonds, ce qui est important, avant que vous parliez de comment vous devez mobiliser de recettes, vous devez d'abord réfléchir sur quoi vous devez dépenser, comment est-ce que vous allez dépenser et dans quel secteur. C'est un peu un exemple simple. Quand vous avez une activité commerciale, vous n'allez pas emprunter de l'argent pour vous acheter une télé. Ça n'a pas de sens. Effectivement, la plus grosse erreur qui a été commise dans la Deuxième République, c'était de créer une grandeur de la République, mais sans réellement investir dans des secteurs porteurs de croissance. On a emprunté de l'argent pour faire le stade de Martyrs, pour faire ce qu'on appelait couramment des éléphants blancs, qui n'ont pas créé une rentabilité qui pouvait nous permettre de payer la dette. Mais aujourd'hui, l'honorable Muzito nous dit, entre autres par rapport à la vision qu'on a d'atteindre l'émergence, il nous dit que cette émergence, on ne peut pas l'atteindre dans une situation économique de désert, désertique. Quelle est cette situation économique désertique? C'est que un pays émergent suppose un pays qui sort du secteur primaire pour aller dans les secteurs industriels. Et ces secteurs industriels supposent que vous ayez suffisamment d'énergie électrique. Or, actuellement, le taux de desserte en énergie électrique est de 9%. Ça suppose que vous ayez de routes. Or, actuellement, le taux de modernisation de routes d'intérêt général est de 5%. Ça suppose que nous devons avoir de l'eau. Ça suppose que nous devons avoir une économie bancarisée. C'est-à-dire, la plupart de l'argent que le Congolais utilise doit circuler dans les circuits bancaires. Or, le taux de bancarisation est de 2%. Et même, il faut aller même plus loin. Ce qui est grave, c'est que l'intérieur du pays n'est même pas monétisé. Voilà. Même nous, le cas du Palou, par exemple, nous qui avons de militants qui cotisent à la base, parfois le militant à l'intérieur du pays demande à ce qu'ils cotisent en nature, parce qu'ils n'ont pas de monnaie pour cotiser. Donc dans cette situation-là, on ne peut pas en réalité rêver de l'émergence. D'où, lui, il dit, il ne s'arrête pas à faire ces tableaux négatifs, il dit, mais c'est possible d'y aller, d'où nous devons mobiliser 110 milliards. Et pour mobiliser 110 milliards, nous devons savoir que nous avons une grande capacité d'endettement
de plus ou moins, on peut aller jusqu'à 30% de notre PIB, qui avoisinerait les 12 milliards de dollars. On a un gap de 7 milliards. On peut emprunter cet argent, mais pas pour investir dans les éléphants blancs, mais pour investir dans les secteurs porteurs de croissance, que sont les routes, que sont l'énergie électrique, etc. Je pense qu'Israël pourra nous comprendre. Oui, justement, Israël, le Premier ministre, réfléchissant sur la logique du Congolais, il invite les Congolais de passer de l'équilibre du village à l'équilibre de plein emploi. Mais déjà, au départ, il y a un problème qui se pose. On accuse notre pays d'avoir une faible capacité d'absorption des fonds qui sont mis à sa disposition. Comment va-t-on aller d'un système dans lequel on se sent, je caricature, confortablement assis et qui semble marcher pour certains, et que le bon à faire nous demande, comme on dit, de faire un bond dans l'inconnu. Comment maîtriser l'inconnu pour que le bond ne soit pas périlleux? Parfait. Non, sur la question de la capacité d'absorption, c'est Voilà. une question importante, mais je pense que nous avons déjà acquis une certaine maturité en termes d'absorption des capitaux. Donc, En quoi, plus précisément? la capacité d'absorption, c'est à peu près ceci. Vous avez un enfant de 3 ans, vous lui remettez un billet de 100 $. Il n'a pas la capacité d'absorber, De consommer, de consommer c'est 100 $, tout parce à que fait. lui, il va acheter un bonbon à 100 francs, et des biscuits à 500 francs. Bref, ça sera, Il aura beaucoup d'argent en main qui ça lui sera- restera. il va Il dilapider saura dedans, il à quoi. il ne saura pas quoi en faire. C'est Ça, ça, ça. un peu l'idée de l'incapacité d'absorption. C'est Mais ça. nous avons déjà acquis cette capacité d'absorption. C'était un problème qui s'était posé justement en 2001, en 2002, en 2003, quand les bailleurs de fonds, quand on a repris la coopération structurelle et qu'il y avait des milliards justement, que les bailleurs de fonds étaient prêts justement à mettre dans notre pays, il se posait un véritable problème d'absorption parce qu'il n'y avait pas des projets sélectionnés, il n'y avait pas une administration pour ça. Et même, je vous rappelle ici justement que la création du BCECO, Bureau Central de Coordination, est née de cette absence de capacité d'absorption. Donc on se disait que l'administration est déphasée, n'est pas au fait avec les passations de marché, avec la sélection, ne peut pas être en phase avec les exigences des bailleurs de fonds internationaux, la Banque mondiale et le FMI, d'où on a créé le BCECO. Donc c'était le BCECO qui était un peu le canal par lequel toute l'aide internationale passait. Et donc, entre-temps, on a acquis de capacités d'absorption. Ça veut dire que l'administration s'est plus ou moins réformée et puis nous avons acquis des capacités pour financer des projets. Et il y avait aussi une autre capacité, un autre problème, c'était le fait qu'il n'y avait pas assez des entrepreneurs locaux et internationaux installés au pays qui pouvaient justement concourir à des marchés de 1 milliard, 600 millions de dollars et plus. Il n'avait pas de banque qui pouvait venir en garantie, il n'avait pas du personnel, par exemple en termes de travaux publics, il n'y avait pas une entreprise qui pouvait dire que non, je peux construire 100 000 km de route, je peux déployer du matériel à Idiofa, à Befale ou à Kasumbalesa. Et donc il y avait tout ça, ça veut dire que vous pouvez avoir 1 milliard de dollars pour financer les infrastructures routières, mais il n'y a pas d'entreprise pour soumissionner, il n'y a pas une banque pour venir en garantie. Je pense que cette question d'absorption de moyens, de capacité d'absorption a été complètement résorbée. Nous pouvons consommer aujourd'hui les 7 milliards de gap en termes d'endettement dont a parlé le Premier ministre Adolphe Muzito. Je reste 2 secondes avec vous parce que quand vous lisez la tribune d'Adolphe Muzito, il fait toujours un constat malheureux concernant justement la coopération chinoise. Je vais le lire textuellement, comme ça vous allez réagir. Quant au programme sino-congolais, 3 milliards de dollars pour les infrastructures publiques, dit-il, on constate le faible niveau de mobilisation du crédit relatif et du taux d'exécution physique des travaux sur le terrain. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous comprenez là-dessus? Ça veut dire que justement, il y a eu un relâchement par rapport justement à la mobilisation des ressources externes. Parce que les ressources externes ici ou les ressources des capitaux internationaux, ce n'est pas que de nos bailleurs traditionnels, Banque mondiale, FMI et les pays occidentaux. C'est aussi à l'Orient où ils disposent
de réserves d'échange importantes. Donc il y a des fortes liquidités en Chine, en Arabie Saoudite, partout à l'Orient. Il y a beaucoup, on peut aller là-bas. Mais ici, justement, comme on ne les a pas mobilisés suffisamment, c'est là ça en ressent sur les travaux. Donc les travaux n'ont pas été exécutés. Je vous rappelle que c'était un projet ambitieux. Il fallait construire 3 universités, il fallait construire un hôpital de référence dans tous les chefs-lieux. Il fallait à peu près 1000 km de rails à réhabiliter. Il fallait autant de kilomètres de route. Il fallait de l'énergie. Bref, c'était un projet hyper ambitieux. Mais la mobilisation, parce que c'est un projet qui a été signé en 2008, donc on a mobilisé en termes d'infrastructure que 900 millions de dollars. Donc si vous faites le calcul de 2008 à 2015, ça fait 7 ans, et vous divisez 900 millions par cette année, vous avez à peu près un taux de mobilisation en deçà de 100 millions de dollars. Donc, ce qui est extrêmement... Donc, le constat qu'il fait est réel. Le constat est réel. Alors, Maître Steve, Maître Blanchard, je viendrai à vous tout à l'heure. Maître Steve, finalement, Muzito peut avoir raison de constater qu'on n'a pas changé de logiciel dans la capacité d'absorption et démobilisation d'ailleurs de crédit et d'absorption. Ça veut dire qu'il faut commencer par changer de logiciel, changer de logique pour prétendre aller vers l'émergence. Effectivement, donc ça, d'ailleurs, Israël l'a très bien expliqué. Là, c'est un problème de capacité de mobilisation et non pas d'absorption qui ne pose pas problème. C'est-à-dire, c'est une vision. Au fait, le gouvernement actuel a eu une autre vision que celle tracée par le chef de l'État depuis 2001. La vision tracée par les chefs de l'État depuis 2001 était, sur le plan économique, c'est vrai, politique, c'est la décentralisation et la démocratisation, mais sur le plan économique, c'était que nous devions nécessairement être en programme formel avec le FMI et la Banque mondiale. Et aujourd'hui, on n'est pas en programme avec eux. On devait mobiliser, entre autres, le 3 milliards avec le chinois, et on n'arrive pas à le mobiliser. Et troisièmement, on devait se désengager des entreprises publiques. Actuellement, le gouvernement semble rentrer dans une vision interventionniste de l'État en matière économique. Et la raison, c'est que le gouvernement, quand il a été investi, il a promis à la nation qu'il allait mobiliser 48 milliards dans 5 ans. C'est ça. Et il se disait qu'en mettant 20% dans les infrastructures, ce qui supposait être plus ou moins 10 milliards, et que dans 5 ans, il allait suffisamment construire les infrastructures. Pourtant, le fait nous ont démontré les contraires, parce que le gouvernement actuel n'arriverait peut-être pas à mobiliser la moitié de moyens qu'il a promis, d'où la nécessité d'ailleurs de rentrer au Parlement pour faire une nouvelle déclaration de politique générale. Donc voilà les grands problèmes. Le gouvernement pensait financer le besoin de la République à travers ses moyens propres, or le fait lui ont complètement démenti, mais malheureusement il n'arrive pas à rentrer en arrière pour rentrer en programme avec le FMI et la Banque mondiale, pour arriver à mobiliser, à tenir compte de ses engagements conclus dans le partenariat avec les Chinois pour mobiliser les 3 milliards. Non, justement là, Maître Steve, le gouvernement a trouvé, j'allais dire, entre guillemets, une antidote, une panacée. Le gouvernement, Maître Richard, propose la résilience économique, c'est-à-dire le fait de compter sur nous-mêmes en résistant au choc que pouvait subir notre économie. Est-ce que le gouvernement n'a-t-il pas trouvé une voie de sortie pour amortir ces chocs qui viendraient le percuter de plein pied? Non mais Steve l'a dit, je crois que le gouvernement, déjà, nous sommes très contents parce que le gouvernement nous a montré qu'il est à mesure aujourd'hui de mobiliser autant de ressources que le pays en a besoin. Mais malheureusement, sur terrain, sur papier, il nous l'a démontré, mais sur terrain, ça pose problème parce qu'il n'arrive pas à mobiliser la moitié de ce qu'il a promis lors de son investiture au gouvernement. Voilà pourquoi la tribune de l'honorable Muzito nous demande ou interpelle le gouvernement à pouvoir renouer avec les institutions de Bretton Woods pour aller mobiliser ces ressources au niveau extérieur. Parce qu'au niveau interne, nous avions montré qu'on pouvait faire ça, mais on n'arrive pas à le faire. Alors que nous avons un taux de croissance qui met tout le monde à l'aise aujourd'hui, alors ces taux de croissance-là pouvaient constituer pour nous une garantie pour nous permettre effectivement d'aller auprès des institutions financières internationales, solliciter de fonds importants pour nous permettre de faire actionner notre économie
investir dans des projets ambitieux pour permettre à ce qu'en 2030, nous puissions parler de l'émergence. Mais c'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Alors que dans des pays que nous envions aujourd'hui, ces pays-là comptent sur leur fiscalité pour payer les dettes qu'ils contractent. Voilà, auprès des institutions financières internationales. Israël, la résilience, n'est-ce pas une trouvaille du gouvernement pour résister un temps soit peu au choc qui devrait percuter notre économie et la mettre par terre? Il faudrait consolider les acquis propres et résister au vent, j'allais dire, extérieur. Parfaitement. Et ici, justement, la tribu du Premier Mosito conforte, veut que nous soyons plus résilients. Mais pour être plus résilients, il faudrait que nous consolidions notre marché intérieur. Donc, vous avez, face à la prudence, ou je peux même appeler à la frilosité du gouvernement, vous avez une ambition mesurée du Premier ministre Mosito. Parce que les propositions de Mosito tendent à renforcer l'État, tendent à créer de la richesse. Et sur laquelle richesse, justement, nous aurons les moyens de notre politique de développement. Parce qu'ici, nous avons un gouvernement qui n'a plus ses moyens de politique de développement. Ça veut dire qu'elle a maximisé ses efforts sur les ressources internes. Il s'avère que la mobilisation n'a pas été à la hauteur de ses ambitions. Et donc, justement, même les acquis sur lesquels s'appuie le gouvernement aujourd'hui l'ont été grâce, justement, à un programme formel avec les institutions de Bretton Woods. Je nous rappelle aujourd'hui que nous avons une certaine sécurité relative par rapport à la balance extérieure, par rapport à la balance de paiement, parce que nous avons des réserves de plus d'1 milliard de dollars à la Banque centrale. Ces réserves, nous les avons constituées grâce justement à un guichet qui était ouvert à notre bénéfice au Fonds monétaire international. Ce n'est pas l'argent des Congolais qui avait été mis de côté et qu'on a mis à la Banque centrale du Congo. Ce n'est pas de l'or de l'Okimo, comme jadis, qui était mis à la Banque centrale du Congo. Non, c'est parce qu'on était en programme formel avec le gouvernement, avec les institutions de Bretton Woods, que nous avons pu constituer des réserves de change importantes pour... voilà. Mais ces réserves sont en train justement aujourd'hui de baisser. Tout à fait. Il y a un problème avec nos recettes d'exportation. Il y a un problème avec le fait que nous ne soyons pas en programme formel avec la Banque mondiale. Donc, nous n'avons plus accès aux appuis à la balance de paiement et des appuis budgétaires. Et donc, là, il y a la question de savoir cette prudence du gouvernement, cette frilosité du gouvernement, elle contraste justement avec l'ambition du Premier ministre. Et quand l'ambition du Premier ministre veut que nous nous endettions, ce n'est pas nous endetter de manière inconsidérée. C'est un endettement intelligent. Le Premier ministre Mosito. Oui, il faut préciser. Il faut préciser parce que, bon, ma foi, c'est mieux de parler de l'ancien Premier ministre. C'est un endettement intelligent. C'est un endettement intelligent. Ça veut dire que notre taux d'endettement aujourd'hui est de 13% du PIB. Notre PIB est à 40%. Nous sommes à peu près à 5%, 5,2 milliards de dettes extérieures. C'est à peu près 13% d'endettement. Alors, mais les ratios dette PIB veut que nous pouvons nous endetter jusqu'à 30%. Ça veut dire que nous avons de la marge. Donc quand vous le 30% révèle qu'il y a un gap de 7 milliards de dollars. Même par rapport à nos recettes d'exportation, nous sommes autour de 13 milliards de dollars de recettes d'exportation. Notre endettement est de 5 milliards. Donc on a une marge. Parce que le ratio, c'est que la dette ne dépasse pas les 100% des recettes d'exportation. Donc quand Mosito nous demande de nous endetter, il ne demande pas de nous endetter de manière inconsidérée. Non, ça veut dire que nous sommes dans les clous, nous sommes dans les normes internationales par rapport à la dette, mais il propose aussi directement déjà là où la dette sera affectée, dans des projets d'infrastructure, pour faire en sorte que nous soyons plus résilients, plus forts. Mais cette force-là, elle viendra de l'intérieur, principalement. Quand les cours de cuivre vont chuter, quand le cours du pétrole vont chuter, si un paysan du Nord Kivu peut vendre sa marchandise à Kinshasa en apprêtant la nationale numéro 4 ou la nationale numéro 1 par les différentes bretelles, là oui, on sera plus résilient. Si on peut justement faire en sorte que le paysan de Befale ou le paysan de Katarokombe puisse envoyer son riz ou son poulet ici à Kinshasa, que nous le consommions, là nous serons plus résilients. Alors pour être plus précis, l'ancien Premier ministre constate que le pays a vu entre 2013 et début avril 2015 ses réserves de change regresser, comme vous venez de dire tout à l'heure, et il donne les chiffres, il dit que c'est régressé de 1,5
745 milliards de dollars américains à 1,693 milliards de dollars américains, soit de 9,25 semaines d'importation à 7 semaines au 1er avril 2015. Est-ce que cela ne constitue pas, j'allais dire, un danger à vue, hein, dans la perspective de l'économie, lorsque déjà on commence à avoir des déficits, maintenant c'est en termes de semaines, mais est-ce que cela ne risque-t-il pas d'aller en termes de mois? Et on ne le souhaite pas, peut-être en termes d'années. C'est ça qui est regrettable, en fait. Parce que on parle de la résilience économique parce qu'on veut éviter de chocs extérieurs en se basant sur la volatilité de réserves de change. Pourtant, au même moment, quand on n'a pas de apport extérieur, eh bien, on a encore des problèmes pour constituer la réserve de change. On entre dans un cercle vicieux. Pourtant, l'honorable Muzito, avec l'ambition qu'il nous propose, avec l'ambition dont il nous trace la vision, il veut qu'on entre dans un cercle vertueux. Parce que quand vous parlez de la résilience économique, mais vous avez des entreprises publiques qui sont canards boiteux en cessation de paiement. Comment est-ce que vous allez atteindre la résilience économique avec vos entreprises publiques en cessation de paiement? Comment vous allez atteindre la résilience économique avec une économie basée sur le secteur minier dont le cours de matières premières ne sont pas définis en République démocratique du Congo? Mais l'honorable Muzito, effectivement, propose un vrai schéma de la résilience économique parce que Israël Moutal a tellement bien dit que j'étais très séduit de l'entendre en vous parlant de paysans congolais. Aujourd'hui, 80% de paysans congolais font l'agriculture, mais ils ne savent où vendre parce qu'il n'y a pas de route. Mais est-ce qu'il y a une politique de construction de routes qui pourrait permettre aux paysans de vendre plus? Et plus ils vendront, ils vont améliorer leur quotidien, et plus l'État pourra y percevoir des impôts. Et ces impôts pourront permettre à ce qu'on l'on paye la dette. Est-ce que nous devons être là et dire que nous... C'est un peu comme un monsieur qui a sa petite activité commerciale, dit « Je ne vais pas emprunter, il nous reste pas moins de 2 parce minutes. qu'on risquera un jour de tout méprendre, parce que je ne serai pas payé. » Non, ça c'est une peur bleue inutile. Un État doit avoir de l'ambition. Et malheureusement, nous constatons que quand les gens ont la peur bleue de ne pas emprunter, mais dans l'entretemps, ils empruntent de politiques économiques qui détruisent tout. Aujourd'hui, nos paysans produisent, mais ils ne savent pas écouler. Mais quand vous mettez un parc de Bukangalonzo qui a plus de machines, qui utilise plus de machines que des hommes, vous n'allez pas atteindre la résilience économique comme ça. Quand vous avez aujourd'hui la SNEL, qui ne produit rien, quand aujourd'hui on a l'ONATRA, qui a un lourd passif, mais vous venez juste réhabiliter un petit bateau, ce n'est pas avec un ONATRA. Kokolo, c'est pas un petit bateau. C'est quand même. Non, c'est par quand même rapport aux besoins. Par rapport aux besoins du Mais Congo. déjà, le fait d'avoir réhabilité Kokolo, il faut le reconnaître. Là, nous parlons. C'est ce qui a fait que l'on fasse des éléphants blancs. C'est ce qui a fait qu'on fasse des éléphants blancs. Au fait, adopter une vision non économique de la gestion du pays. C'est-à-dire, on a une vision de la splendeur où on doit quand même avoir quelque chose, mais dans la gestion, on voit la rentabilité du placement de votre argent. Allez, maître, vous allez conclure. Par rapport au dialogue national, comment vous percevez la venue ou l'évolution de la démarche telle qu'entreprise aujourd'hui par le chef de l'État et bien sûr aussi par certains acteurs de la politique nationale, internationale, société civile de notre pays et d'ailleurs? J'encourage cette démarche. Mais tout simplement, je voudrais que cette démarche aille dans le sens de l'intérêt du peuple. Mais là où j'ai de petites appréhensions, peut-être là, je ne voudrais pas être un prophète de malheur pour dire que de ces dialogues ne sortira peut-être qu'un gouvernement avec des opposants qui vont prendre un peu la part du gâteau, mais il n'y aura rien pour le peuple. Est-ce que cela va nous permettre d'émerger vers l'émergence? J'ai bien peur que ça ne fasse rien.
Israël. Moi, tout ce qui peut consolider l'unité nationale, tout ce qui peut consolider la gouvernance nationale, ça veut dire les élections ne sont pas une finalité, c'est plutôt la paix, le développement, le progrès qui intéresse les Congolais. Si ce dialogue peut contribuer tant sans paix vers ces objectifs-là, ils ont toute ma bénédiction. Mais le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs dialogues qui n'ont pas été couronnés des succès, et c'est dommage. J'espère que le chef de l'État aura... Est-ce que cela va réconforter l'esprit de pauvreté ou l'esprit d'émergence? Si le chef de l'État a appris de ses erreurs passées, je pense que, et il veut les corriger, ça va nous amener vers l'émergence. Maître Blanchard. Nous comptons sur la bonne foi du chef de l'État, en tant que garant de la Constitution et de la République, des institutions de la République bien sûr, pour qu'il essaye d'équilibrer, pour que la République puisse se retrouver dans ses vraies valeurs et que les intérêts de politiciens à mal de positionnement ne soient pas mis en avant pour que le peuple congolais continue à souffrir dans sa pauvreté et dans le chômage qu'il continue à souffrir autant. Voilà ma conclusion quant au dialogue. Ok, d'accord. Moi, j'en appelle à un débat sur ce plateau. Nous avons vu, la primature ne nous a pas remis les ouvrages, l'ouvrage sur la politique économique de la République démocratique du Congo. J'en appelle aux experts de la primature de venir nous exposer ici le contenu de cet ouvrage que nous trouvons important. J'en appelle, entre autres, si les autres ne peuvent pas le faire, le professeur Kabea Chichikou, qui est un habitué de ce plateau, de venir nous exposer un peu l'intelligence de cet ouvrage, mais peut-être en débattre avec ceux qui ne voient pas les choses de la même manière, pour que la lumière soit faite. Mais également, nous appelons tous et toutes à pouvoir lire tous ces ouvrages qui sortent, qui me semblent jette sur la place publique un débat de fond plutôt que ça soit un débat de genre Wenge Musica et ainsi de suite, mais que la nation puisse débattre autour de problèmes sérieux et que les différents experts, parce qu'il y en a de valeurs, puissent apporter de la lumière autour de cette question, que ce soit autour des questions économique comme le fait l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, que ce soit autour de problèmes économico-politiques comme le font les experts de la primature que nous encourageons, mais également que ce soit autour de problèmes exclusivement politico-sociaux comme le fait maintenant le chef de l'État comme système. Donc nous invitons toutes et tous à venir avec vos idées, vos questions pour en débattre autour de ce plateau que j'appelle un plateau républicain, un plateau citoyen. En tout cas, je vous remercie de tout cœur, Maître Steve Kivuata, Maître Blanchard Mongomba, excusez-moi d'écorcher votre nom, et très cher confrère Israël Moutala. Merci à toutes et à tous, au revoir et à bientôt. On s'est salué.